En ce début de XXe siècle, Douarnenez en Bretagne pue. En particulier dans des usines austères que l'on appelle des conserveries. Un enfer pour des milliers de femmes ouvrières que l'on nomme les pennes sardines. Un surnom venant de la coiffe obligatoire qu'elles portent et qui littéralement signifie tête de sardine. Du matin au soir, leurs mains poisseuses tranchent d'abord la tête des poissons, les évident, les trempent dans de la saumure, ensuite dans un bain d'huile bouillante pour les faire frire et enfin les disposent dans des conserves en fer blanc. Les corps sont soumis à une chaleur humide et accablante. Dans cet air saturé, une odeur permanente de viscères à vous en coller des hauts le cœur se greffe aux vêtements et aux peaux. Il faut déjà s'accrocher pour ne pas tourner de l'œil, mais quand en plus on se doit de tenir la cadence, la vie en devient infernale. En 1900, les conserveries vomissent 40 millions de boîtes de sardines grâce aux plus dominés d'entre les dominés. Les plus grandes fortunes nantaises ont trouvé à partir de 1815 une autre activité lucrative suite à l'abolition de la traite des Noirs. De 1830 à 1880, les conserveries fleurissent de Douarnenez à Crozon. Un nouvel Eldorado industriel qui emploie 13 500 ouvrières. Et il en ressort quelques soubresauts d'esclavagisme. Après tout, ça a fait ses preuves. Venant d'un milieu rural, parlant peu le français, leur réputation précédait celle de Bécassine. Employés à 14 ans ou 10 ans illégalement, pour une fin de carrière à 80 ans, les pennes sardines ont tout en commun deux choses. Les horaires d'abord, 18 heures par jour, alors que la loi interdit plus de 11 dans le secteur de l'industrie. Mais les produits fragiles nécessitent une priorité, d'où une dérogation très flexible. Des journées pouvaient se terminer à 1h du matin, voire plus, et certaines femmes de corvée, chargées de tout laver et tout nettoyer après la mise en boîte, faisaient des horaires encore plus extensibles. Deuxième point en commun, le chant. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pennes sardines. Chanter pour se donner du courage, chanter pour la vie malgré tout et chanter pour unique privilège. C'est leur grande richesse à en devenir des chœurs somptueux au point d'attirer les passants. Le soir venu, les gens venaient écouter les chants féminins s'évaporant des conserveries. Même les touristes descendaient sur le port pour entendre des voix à l'unisson fendre le silence nocturne. Certaines, à n'en pas douter, étaient de remarquables chanteuses. Encrassées dans les vapeurs d'huile et lessivées de ce travail de forçat, il arrivait de flancher. Les autres ouvrières chantaient alors de plus belle pour insuffler un regain d'énergie à la malheureuse qui en avait besoin. On y exprime l'amour, la force, la détresse. Et on prend un plaisir non coupable pour l'anarchie si le patron se montre. Une chanson en particulier deviendra un hymne défendu. Saluez, riches heureux. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Mais ça a été défendu après. On n'avait pas le droit de chanter ça dans les usines. Oh, pas là. Taisez-vous! On y déroule aussi la grivoiserie, juste après les prières obligatoires dans certaines usines. On disait les prières et après les prières, c'était les vilaines chansons qui venaient, quoi. Et qui nous faisaient rire. Là, dans sa culotte, un petit fusible en main. Ici, il est rouge. De mieux en mieux. Un petit fusil de chasse, il n'y a pas de plomb dedans. Oh ben, on chantait toutes sortes de choses et le travailleur, ça nous tenait éveillés. La misère s'exprime sans détour au travers des témoignages. Marie-Anne, une ouvrière qui avait mis ses filles à l'usine comme elle, raconte. On a tout de même trop de misère. Moi qui vous parle, j'avais 3 belles filles. Elles sont mortes toutes les 3. Une à 29 ans, une à 26 et l'autre à 20. On m'a dit que je les avais fait travailler trop jeunes. Malvina,
une autre ouvrière. Quand j'étais petite, ma mère nous laissait le plus d'heures possible pour nous faire vivre. Les sardinières ne comprenaient pas toutes qu'il valait mieux faire augmenter leur salaire par le patron pour pouvoir bien soigner leurs enfants que de travailler le jour et la nuit sans avoir le temps de s'occuper des petits. Une tension sourde, longue et grandissante rampe sans autre destin que de jaillir en un tremblement de terre salvateur. En 1905 déjà, une grève avait permis d'être payé à l'heure plutôt qu'aux 1000 sardines mises en boîte. C'était l'objectif pour avoir son dû. 1000 sardines par 1000 sardines, peu importe le nombre d'heures travaillées. Petite victoire à 80 centimes de l'heure. Lentement, mais sûrement, les pennes sardines se politisent et la ville commence sa transformation en élisant le premier maire communiste de France, Sébastien Velli. Il meurt 3 ans plus tard, et pour lui succéder, arrive un ancien marin, Daniel Leflanchec. Un grand gaillard borgne, tatoué notamment sur les 2 mains d'un mort aux vaches et qui va donner l'impulsion à ses femmes pour se défendre. Forgés dans le récit de leurs aînés, du jour au lendemain, le 21 novembre 1924, ouvrières et apprentis cessent de travailler pour descendre dans la rue. D'une seule vague, les ateliers sont désertés et s'ajoute à leur chant une phrase incisive « Pempre à la veau, 5 réaux, ce sera ». 6 femmes sont élues pour un comité de grève de 15 membres et le maire en est un soutien de marque en laissant à disposition la mairie en guise de quartier général. Les grévistes sont des sardinières accompagnées des travailleurs du fer blanc, les ferblantiers. En fait, ce sont tous les métiers de la mer qui débrayent. On monte caisse et cantine de grève. Les curés dans le sillage des patrons désapprouvent ce manque d'ordre et cette déraison soudaine. Certaines femmes se voient refuser la communion, une honte dans la Bretagne de 1924. Qu'à cela ne tienne, les semaines passent et les voix des pennes sardines résonnent devant chaque usine pour chanter l'Internationale ou le drapeau rouge et ponctuer distinctement de leur pempre à la veau. Les ouvrières les moins bien payées de France demandent une augmentation d'1 franc. La guerre des nerfs s'étale sur 6 semaines durant lesquelles les patrons voient leur autorité bafouée. Entre ouvrières, la solidarité acquise par les conditions misérables s'unit à 2 atouts majeurs. D'abord, leur nombre, elles sont des milliers. Et leur obstination bretonne dont la réputation n'est plus à refaire. Les esclaves des temps modernes en jupons se rebiffent et c'est du jamais vu. De quoi rendre furieux les grands pontes dont l'économie se paralyse de jour en jour. Les sabots battent le pavé durant ces 6 semaines et quoi qu'il arrive, on laisse échapper inlassablement des chants à s'en user les cordes vocales. Dans la plus grande discrétion, les patrons préparent une offensive. Ils ne le savent pas encore, mais elle va se retourner contre eux. Il existe quelques lieux confidentiels à Paris où l'on peut soudoyer quelques hommes de main. Moyennant finance, une poignée de briseurs de grève prennent le train le 31 décembre 1924. Direction la Bretagne. Douarnenez s'accorde du répit pour cette soirée du Nouvel An. Des espoirs renaissent et cette fois-ci une grève tenue d'une main de fer fragilise sérieusement les hommes de pouvoir. Alors ce soir, on trinque, on parle, on rit, on vit. Un cessez-le-feu social bienvenu, mais de courte durée. Les hommes venus de Paris, que l'on appelle dans le jargon des jaunes, débarquent dans le café de l'Aurore où Daniel Leflanchec est attablé, accompagné de son neveu. Manu Militari, les voilà dénichés du café. Un certain Léon Régnier tire sur le maire qui s'effondre. Sa gorge est traversée de part en part et son neveu est touché à la tête. Les jaunes déguerpissent et la lutte prend une tournure impensable. Les 2 hommes sont plongés dans le coma des jours durant. La mission funèbre cependant échoue. D'une part, on a affaire à des têtes dures qui se sortent du coma. D'autre part, les douarnénistes sont plus remontés que jamais. On vient de tirer sur l'un des leurs et pas n'importe lequel. Les pennes sardines ne chantent plus. Elles sont en tête d'une population qui saccage l'hôtel de France où séjournent les hommes de main. C'est l'émeute. On y met le feu. Il se passe quelque chose en Bretagne et la presse s'en fait l'écho. La grève, le sang versé et cette vie misérable touchent les Français et l'opinion publique. Galvanisés par ce soutien national, les ouvrières continuent plus que jamais de scander le pempre à la veau. Le patronat, sous les feux des critiques et des projecteurs, n'a aucun soutien et est obligé de suivre des négociations avec la préfecture. Le 6 janvier 1925, il cède. Le salaire des ouvrières passe à 25 sous de l'heure et leurs revendications sont toutes accordées. Les chants deviennent ceux du soulagement, ceux de la joie
et d'une victoire. Les Pennsardines ont gagné. Devenu un héros des classes opprimées, Daniel Leflanchec sera réélu 3 fois de suite entre 1924 et 1940. Que ce soit dans les ports du Finistère ou dans tout l'Hexagone, des chansons sont composées à sa gloire. Le borgne tatoué ne s'arrête pas là. Il fait construire de nombreux logements pour les sans-abri, développe le pavage des rues et l'éclairage public, dote la ville d'une nouvelle mairie et d'une salle des fêtes et lance le chantier d'agrandissement du port. Mais Leflanchec reste une grande gueule avec une vie privée paradoxale. Peu de temps après la mort de sa première épouse, il s'éprend pour une comtesse qui ne manque pas de l'influencer. En décembre 1941, il insulte les soldats allemands croisés dans un bar. L'accident aurait pu en rester là, mais la petite comtesse, lassée de son cher et tendre tatoué, cherche à s'en débarrasser en le dénonçant pour détention d'armes. Il est arrêté et condamné à 2 ans de prison avant d'être déporté à Buchenwald en tant que militant communiste. Il y meurt le 11 mars 1944 d'une pneumonie. Que reste-t-il de ces voix, de ces lieux et de ces événements ? Le XXe siècle a balayé les odeurs infectes des usines et les traces de sabots qui les arpentaient. L'histoire des sardinières a disparu peu à peu dans les tourments de l'histoire. Il y eut en France d'autres opprimés, d'autres métiers, d'autres revendications, d'autres grèves et d'autres briseurs de grève. Des immeubles, des parkings ont remplacé à jamais des usines obsolètes et colmatent les plaies d'autrefois. On ne tranche plus, on n'évite plus, on ne suffoque plus. Mais quelques vieilles voix fébriles sont parvenues jusqu'à nous pour délivrer les chants des Pennsardines. De ces premières femmes à relever la tête, figées dans le temps sur des photographies en noir et blanc, comme l'horizon figé de l'océan. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. When that old river runs past your eyes to wash out the